Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM, Présidence de la République, Assemblée nationale, partis politiques et associations. Tous sont dans tout leur état. La présidence et le gouvernement ont érigé le temps de cette semaine à Adéro, ville tricentenaire pour un séminaire gouvernemental. Une nouvelle fois après Kara, Fagnassingbe a exprimé sa satisfaction pour l'accueil chaleureux dont il a été l'objet. La feuille de route du gouvernement reste le cœur de ces séminaires. En dépit des contraintes liées au contexte régional et mondial peu favorable, la priorité reste la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Quand le chef de l'État se signalait ainsi sur les réseaux sociaux, certains Togolais n'ont pas manqué de rappeler au président qu'il supporte difficilement les fortes chaleurs de ces dernières semaines. Ils ne supportent pas les fortes chaleurs, mais ils ne comprennent pas surtout les délestages qui rappellent sans aucun doute à chacun de très mauvais souvenirs. L'électricité et l'eau font partie des besoins fondamentaux. Plus encore, ce sont des sujets de droits de l'homme. Cette semaine, les droits de l'homme sont venus se mêler aux députés en session au Parlement. Ces derniers ont renouvelé les membres de l'institution CNDH. 9 nouveaux membres ont ainsi été élus à chaque évocation de l'institution. Son lot d'interrogations sur son caractère indépendant. Une semaine après la nomination d'un ministre des droits de l'homme, l'élection de nouveaux membres de la CNDH constitue-t-elle un signe et une réponse aux nombreuses inquiétudes soulevées ces derniers mois par les défenseurs des droits de l'homme? Les droits de manifester, la liberté des réunions sont maintes fois brandis au moment où le pays bascule en mode d'élection législative et régionale. Il va sans dire que les partis politiques et les candidats voudront bien jouir pleinement et totalement de ce droit. Dans un mois, les Togolais en âge de voter iront choisir leurs nouveaux élus. Les anciens élus continuent, eux, par évacuer les affaires courantes, mais la formule sert-elle effectivement aux députés sortants du Togo? Dans les rangs de l'opposition, on crie au complot et même au coup d'État constitutionnel. On communique et on dénonce dans le même temps des intentions du pouvoir à s'offrir plus confortablement un long règne, un règne sans fin. L'ANC, mais aussi la DMP conteste la légitimité de l'actuelle Assemblée nationale. Que pense-t-on au comité d'action pour le renouveau? Le CAN n'a pas fini avec ses propres soucis. Le comité dispose-t-il du temps pour penser les affaires de la République? Depuis la mort de Maître Yanvi Agoibo, on s'est demandé si le CAR possède-t-il encore un conducteur ayant son permis en état de validité, empêtré dans des contradictions internes. Le parti tente de se sortir des sentiers sinueux pour aborder les voies du renouveau. Le moteur principal pièce reste-t-il en bon état? Pour nous conduire ce dimanche, c'est le président Robert Yao Daté du CAR. Pour les questions, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde de l'émission, c'est Romaric Faitas. Robert Yao Daté, bonjour. Yaro, bonjour. Bonjour à Romaric qui est derrière la baie vitrée. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de cette belle radio. Comment vous allez? Très bien. C'est la première fois que nous vous accueillons ici au D12. C'est un plaisir en réalité. Ben, c'est vrai, c'est la première fois que je viens au D12. C'est vraiment un plaisir pour moi. Mais je connais bien le studio. Vous êtes déjà passé par ici? Au moins 3 fois. Bien, l'essentiel, c'est d'être là et de pouvoir répondre à nos questions, puis par la suite aux questions des auditeurs. Je sens doute que ce dimanche encore, les auditeurs se posent la même question quant à ce qui concerne la teneur de la chaleur, la saison sèche qui bat son plein. Comment est-ce que vous supportez cette saison? Parce qu'en venant là, ce dimanche, il fait extrêmement chaud. Encore une fois, Pierrot, merci. Merci de m'avoir invité à votre émission D12. Une émission très bien écoutée partout, et sur la toile de même que dans les foyers. Et c'est l'occasion de remercier ces auditrices et auditeurs qui sont toujours branchés. Mais je vous dis que c'est difficile. Ces temps-ci, avec la chaleur, c'est encore plus difficile que la chaleur. Des fois, vous vivez cette chaleur dans le noir. Et c'est tellement grave. Et on a l'impression que on vit la réalité du changement climatique. Parce que nous avons cru que comme les premières pluies ont commencé, ça allait se poursuivre un peu, mais quelle n'a pas été la surprise que la chaleur a plutôt rebondi avec vraiment une intensité sans pareil. Alors, on se pose la question, où allons-nous? Maintenant, si à cette chaleur-là s'ajoute tout ce que nous aurons peut-être en débat tout à l'heure, tout ce que connaissent le quotidien des Togolais, c'est-à-dire le noir,
et parfois même pendant toute une journée, ça devient pénible. Sans doute que nous parlerons du délestage dans un instant, mais quand on vit en ville, on ressent cette chaleur encore plus intensement qu'au village, parce qu'il y a quelques semaines j'étais au village, ce n'est pas la même réalité, parce qu'au village il y a encore les arbres et tout. Vous parlez de changement climatique, certains jusqu'à récemment doutaient que cette réalité nous rattraperait si tôt, le changement climatique. Malheureusement, c'est ce que nous constatons, parce que nous sommes en mars, hein. Dans le temps, en mars, on n'a pas cette intensité de chaleur. C'est en avril. En avril, on a un peu une petite sécheresse qui arrive et qui tue les chenilles, hein, qui sont venues des premières pluies. Mais là, la chaleur est intense, même au village. Même au village, la chaleur est intense. C'est vrai qu'il y a les arbres. Si vous avez la chance d'être sous les arbres, le vent souffle. Mais si vous rentrez dans une chambre, c'est atroce. Donc, c'est pour dire que nous vivons des moments très difficiles. Dans ces moments, c'est très très difficile de supporter ces chaleurs-là. Et je ne sais pas comment on va s'en sortir et je doute fort que ça a des répercussions graves sur la santé, surtout des personnes âgées. Oui, la question aussi, c'est comment s'adapter à cette forte chaleur. Et ceux qui sont nantis ont le système de climatisation. Comment s'adapter demain, avoir des constructions qui puissent se permettre plus valablement ou plus agréablement de supporter à des températures aussi élevées que les 34-35 degrés. Donc ça veut dire que nous devons commencer par réfléchir même à l'architecture de nos bâtiments. Faire en sorte qu'il y ait plus d'orientation vers le vent. Or, tel que nous sommes aujourd'hui dans l'agglomération du Grand Lomé, les constructions sont faites de telle manière que la circulation de l'air même pose problème. Alors, donc ce qui veut dire que les responsables qui sont en charge de logement doivent commencer par se réveiller très tôt et prendre des dispositions, peut-être commencer par faire des sensibilisations de telle manière que les constructions qui vont arriver dans le futur tiennent compte de ces chaleurs. Ces chaleurs peut-être ne fera qu'augmenter. Hein. Ce que nous vivons aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine sera encore pire. Donc, nous devons commencer déjà par réfléchir, par trouver des solutions. Hein. Les techniciens qui sont dans la matière doivent commencer déjà par réfléchir sérieusement à la solution. Cette chaleur, vient cette actualité liée à la CET qui est accablée partout par les consommateurs. Vous êtes consommateur vous aussi, je ne sais pas si vous vous joignez à ces consommateurs qui accablent matin, midi, soir la CET. Non, disons que c'est vraiment ahurissant. Alors, on va d'abord partir du fait que, en tant que personne, vous êtes à la maison, la CET coupe le courant, c'est pendant au moins une demi-journée, au moins, si vous avez la chance. Si vous n'avez pas la chance, c'est toute la journée. Ça veut dire qu'aucune activité ne peut se faire. Je prends nos bonnes femmes qui sont au marché, celles qui vendent les poissons congelés, tout ça là. Ça veut dire qu'à un moment donné, tout est foutu. En venant aujourd'hui, j'ai rencontré une femme dans un supermarché qui se plaint du fait qu'elle a fait du stock et on a coupé le courant pendant 24 heures. Alors tout ce qu'elle a fait comme stock de poissons est parti. Qui va dédommager cette femme-là? Et la CET n'est pas capable de dire aux gens, voilà la raison principale pour laquelle je fais la coupure. Alors, on n'a que des spéculations. Alors, la CET, ça fait des années et des années que la CET sait qu'à un moment donné, la population va augmenter. Les besoins vont augmenter. Pourquoi on n'a pas anticipé? Je sais qu'entre-temps, on a construit une centrale de Lomé-B. Je ne sais pas si c'est toujours opérationnel jusqu'à ce jour. Parce que les informations d'ici là, c'est comme ces centrales ne fonctionnent pas comme il le faut. Alors pourquoi ceux qui dirigent ces structures de l'État ne prennent pas la mesure de la chose pour anticiper sur les événements? Aujourd'hui, nous avons la chance que les panneaux solaires sont devenus monnaie courante. Alors, c'est une piste de solution aussi. Pourquoi l'État ne détaxe pas les panneaux solaires? Pour que les panneaux solaires reviennent moins chers, disons le système solaire.
C'est-à-dire que les panneaux solaires, les batteries, tout ça là, pour que ça revienne moins cher. Pour que les populations, ceux qui peuvent avoir un peu de moyens, puissent installer le système solaire qui leur permet d'être indépendants vis-à-vis de la CET. Mais tout le temps, les batteries coûtent cher. Les batteries sont taxées à l'arrivée, les panneaux sont taxés à l'arrivée. Il faut que le gouvernement commence par réfléchir à ça. Sinon, nous allons tout droit dans le mur. Voilà. Là, vous avez fait des propositions concrètes. Certains ont même évoqué le système éolien pour la plage de Lomé. On n'a pas compris, et ce n'est pas seulement au Togo que 60 ans après les indépendances, que nous vivions de telles situations. Quand vous allez à Bamako, quand vous allez un peu à Niamey, dans d'autres capitales africaines, on vit presque les mêmes situations. Même le Grand Nigeria connaît la même situation. Non, c'est sérieux. C'est-à-dire que nous devons savoir, à un moment donné, en Afrique, nous prendre en charge. Et jusque-là, on a l'impression que nous sommes encore à l'étape où il faut toujours critiquer la colonisation, alors que ça fait plus de 60 ans que nous sommes indépendants. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à sortir nous-mêmes de tous nos problèmes et les résoudre une fois pour de bon? La piste que je donne là, c'est une piste que nous devons explorer pour les panneaux solaires. Vous savez, lorsque vous rentrez dans les villages reculés, l'État n'a pas pu faire l'électrification de ces milieux-là. C'est les populations même qui se sont débrouillées pour faire des installations solaires. Hein, une installation d'une manière ou d'une autre. Non, pas que les populations, parce qu'à l'intérieur du pays, l'État essaie depuis quelque temps à travers un certain nombre de projets de faire des installations. Moi je parle des populations qui sont isolées. Je ne parle pas des centrales que l'État met, mais des populations qui sont isolées, qui sont loin de tout ça là. Mais vous allez voir que ces populations se débrouillent elles-mêmes. Je ne vais pas aller trop loin. Vous prenez la route de... lorsque vous allez vers dans la préfecture de Dogo, vous allez vers le Bénin. Mais vous rentrez dans ces parages-là, vous allez voir que les populations se sont très tôt débrouillées pour avoir des panneaux solaires et qui se sont éclairés. Mais c'est après des années après que l'État a commencé par réagir. Mais maintenant que l'État prend conscience que ces populations savent que ce outil existe, qui est le solaire, l'État doit les accompagner en détaxant les panneaux, en détaxant les batteries. Et à partir de là, ça veut dire que le Togolais qui est un peu, disons, autosuffisant peut dire, bon, moi, je m'en fiche de la CET. Et lorsque ce Togolais laisse la CET de côté, c'est de l'énergie pour la CET qui peut revendre ailleurs. Mais si on n'aborde pas le sujet comme ça veut dire que nous aurons encore des problèmes sur des problèmes. Faisons en sorte que la plupart des Togolais soient autonomes de manière vis-à-vis de la CET, de manière à être suffisamment, peut-être même peut même revendre à ceux qui sont à côté. Si le cohabitant a de l'argent, il a installé le système solaire et ça lui permet d'être autonome, il peut vendre à côté. Mais on doit aller vers ces solutions pour que petit à petit, le problème puisse être réglé. Vous savez ce que me disait un observateur cette semaine à propos de la situation que vivent certains pays africains, notamment leur difficulté à avoir de l'énergie suffisante. Et il dit que si demain on déplaçait l'Europe ici, les Européens sur notre continent, qui transformeraient toute l'énergie solaire là au bénéfice des ménages, est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai. Non, ce qu'a dit la personne n'est pas faux, c'est vrai. C'est-à-dire que nous devons commencer par réfléchir. Nous avons de la matière grise. Il faut que l'État, il faut que nos systèmes politiques permettent aux populations, aux esprits, à l'intelligence de s'éclore. Et puis les inventions, les Togolais sont des génies. Il ne faut pas que le Togo fonctionne de telle manière que dès que tu dois pouvoir faire quelque chose, qu'on cherche à savoir qui est derrière. Non. Mais les Togolais sont des génies. Qu'on laisse les Togolais développer leur génie et qu'on l'État les accompagne. Mais ici, on n'accompagne pas ceux qui sont des artisans
et qui sont les premiers inventeurs. C'est triste que le monde artisanal, quoique malgré tout ce qu'on dit, est toujours le parent pauvre. Alors que c'est de ce monde-là que viennent les inventions les plus, disons, c'est-à-dire que lorsque vous prenez par exemple Mercedes-Benz, Mercedes n'a pas fait de grandes études. Mercedes, c'est un artisan. Mais jusqu'à ce jour, tout le monde connaît le nom. Mais au Togo aussi, on a des gens comme ça. L'essentiel, c'est qu'on leur permette de développer leurs idées et d'inventer. Et qu'on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il fait là, ça profite à qui ou bien à quoi. Mais c'est pour le bien du Togo. Quand vous comparez les artisans comme étant les parents pauvres, en réalité, ça prête à sourire parce que il n'y a pas très longtemps, le syndicat des praticiens hospitaliers, eux aussi disaient presque la même chose, puisqu'en comparant le salaire aux Sénégalais, ils disaient que le salaire sont des primes au Sénégal. Donc cela veut dire que quelque part, je ne sais pas qui sont les parents nantis et riches dans le pays. Non. Si même les médecins se plaignent. C'est-à-dire que la comparaison, ça dépend de la comparaison. Si vous comparez les médecins aux artisans togolais, on est au Togo, c'est clair que les artisans comparés aux médecins sont vraiment les parents pauvres. Maintenant, si vous comparez les médecins togolais aux médecins du Sénégal, c'est normal que les médecins togolais soient les parents pauvres. Parce que le salaire du médecin togolais n'atteint même pas encore l'indemnité du médecin sénégalais. C'est de cette comparaison dont on parle. Mais ce dont moi je parle, c'est comparer sur le sol togolais. Les artisans sont les parents pauvres. Et ce sont ces artisans qui sont des gens très éclairés, qui ont l'intelligence en la matière et qui sont les sources des inventions. Alors, permettons que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des médecins, que ce soit dans le domaine des ingénieurs, que ce soit dans le domaine des artisans, le gouvernement a le devoir de permettre à ce que les intelligences puissent s'éclore pour le développement du pays. Mais si on ne le fait pas et que à chaque fois que quelqu'un veut évoluer, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, ça bloque l'évolution et ça bloque le développement. Du Trésor public, on sait un peu que certains Togolais ou certaines structures, grosses structures togolaises, ont des difficultés à honorer les engagements vis-à-vis de la CET. Est-ce que vous avez surpris quand cette information a été portée à l'attention du grand public? Non, moi je ne suis pas surpris parce que, bon, disons c'est un secret de polichinelle, hein, parce que tout le monde sait que dans ce pays, la gestion de ces structures parapubliques ou bien publiques pose un problème, un sérieux problème, surtout en matière d'énergie. Parce que la plupart du temps, les factures s'entassent. Ça, moi je ne suis pas surpris. Mais maintenant, si tel est le cas, pourquoi c'est maintenant que l'État se rend compte que c'est ça? Il fallait savoir ça plus tôt et savoir que ça va avoir des conséquences. Parce que la CET aussi est une structure de l'État. Si le ministère de l'économie sait que les sociétés d'État ne paient pas leurs factures, automatiquement le ministère saura que dans peu de temps, ça va avoir des répercussions sur la CET. Mais pourquoi ne pas anticiper et que c'est maintenant que nous sommes nous sommes dans les problèmes qu'on nous dit que il y a des sociétés qui doivent payer. Pourquoi on n'a pas dit ça plus tôt? On ne l'a pas dit plus tôt, on l'a dit maintenant. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Parce qu'une chose est de le dire et une autre chose est aussi de trouver des solutions à ce qui a été dit. On le dit maintenant, ça revient au ministère, qui est le ministère de l'économie et des finances, de mettre en place les dispositions nécessaires pour que ces structures-là puissent être payées, ces structures puissent payer la CET. Attention, parce que c'est comme un serpent qui se mord la queue. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Donc, le ministère, étant le ministère de l'énergie et de l'économie, sait par quels moyens ces structures, qui sont des structures publiques, donc toutes les lignes budgétaires sont connues par le ministère de l'économie. Le ministère doit pouvoir dire comment faire pour que la CET rentre en. Est-ce que ça pose un problème de gouvernance? Mais bien sûr,
bien sûr, ça pose un problème de gouvernance. Ça pose un problème de gouvernance. C'est pour cette raison qu'il faut faire en sorte que tout soit clair. Sinon, la société va trouver l'argent pour pouvoir gérer tout ce qu'elle doit gérer. Voilà le problème dans lequel nous sommes. Si très tôt on avait su que, on l'avait su, mais on ne l'a pas dit. On n'a pas mis les pressions nécessaires pour que les gens paient leurs factures. Aujourd'hui, on est dans des problèmes. Donc, ça veut dire que c'est un problème de gouvernance. C'est ça. Qui il faut interpeller là? Le chef de l'État, le ministre, le Premier ministre, les députés? Non. Mais attends, la première personne responsable de l'État, c'est le chef de l'État. C'est au chef de l'État de donner les instructions nécessaires au gouvernement pour que ce problème soit réglé. Parce que si ça ne va pas, c'est à lui que les populations vont s'adresser. À l'entame de cette émission, donc, nous parlons de cette forte chaleur sur le Togo, principalement sur la région sud du pays, avec les délestages qui s'en suivent. Nous avons comme invité, les délestages qui s'en suivent, nous avons comme invité le président du CA, et c'est la première fois qu'il vient au D12. Nous allons parler du CA. Et quand je vous vois devant là, assis dans ce fauteuil, je me rappelle le dernier passage ici de Maître Yovi Abouibo, le président et le fondateur du comité d'action pour le renouveau. Mais est-ce qu'il est facile de remplacer Abouibo? Ah, Pierrot, ça c'est une question. La question que vous venez de poser, c'est une question fondamentale. La réponse est non. Ce n'est pas du tout facile de remplacer un monument comme Maître Yovi Abouibo. Mais l'être humain n'étant que de passage sur la terre, à un moment donné, va laisser la terre. Et nous sommes obligés de poursuivre la lutte. Donc la réponse à votre question est non. Ce n'est pas facile de remplacer un monument comme Maître Yovi Abouibo. Mais nous sommes obligés d'assumer la lutte qu'il a commencée et que nous devons poursuivre. Est-ce que c'est cette difficulté qui a expliqué un peu les bisbilles qu'on a connues ces dernières années au comité d'action pour le renouveau? Non, pas ces dernières années. Disons que ces derniers moments, mais je crois que c'est tout ça là derrière nous. Mais vous savez, Maître Abouibo, c'est... On ne peut pas remplacer ce grand homme-là aussi facilement. Donc, je profite pour dire aux Togolais que c'est vrai, ils ont été un peu, disons, tourmentés par tout ce qui s'est passé, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que la personne que nous remplaçons est un monument. Et tout le monde, je dis bien tout le monde, va vouloir être la première personne à remplacer ce monsieur. Oui. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des bouscules, disons, des mécontentements, des couacs par ici, par là. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse trouver quelqu'un qui s'assied dans le fauteuil et qui poursuit la lutte. On sait, Maître Yovi Abouibo, c'est quand même un aura, un charisme, un nom. Est-ce que quelque part, il ne serait pas parti avec tout cela qui, à un moment donné, a pu permettre le rayonnement du comité d'action pour le renouveau? Oui, vous pouvez le penser ainsi. Mais heureusement que Maître Abouibo, en partant, a formé un certain nombre de gens et a permis à ce que nous apprenions à ses côtés et qu'on puisse poser les pas dans ses pas. Ça ne peut pas être parfait à 100%, mais c'est en étant à ses côtés, nous avons beaucoup appris et nous allons pouvoir utiliser ce qu'il nous a donné. Mais on n'avait pas eu l'impression que vous avez vraiment appris. Non, mais c'est normal. C'est-à-dire que vous parlez du fait qu'on doit chercher quelqu'un qui va s'asseoir dans le fauteuil. Ça, c'est une étape. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui s'est assis dans le fauteuil, c'est une autre étape. Parce que au moment où il faut chercher la personne qui doit être dans le fauteuil, c'est normal, c'est le moment de soubresaut. Une fois que ce vent-là est passé, maintenant, il faut que celui qui a eu cette lourde mission de remplacer Maître Abouibo puisse poser les pas dans ses pas.
Parler de soubresauts, c'est vrai que beaucoup de choses ont secoué ces derniers temps le comité d'action pour le renouveau. Pour vous, ces soubresauts sont définitivement derrière vous? Oui, bon, pour nous, ces soubresauts sont derrière nous, hein, parce que c'est dommage que certains de nos frères pensent que c'est toujours devant eux, mais pour nous, c'est derrière nous. Parce que il y a un temps pour un match, lorsque le match est fini, c'est que le match est fini. Il y a des gens qui ont de ressentiments, mais le match est fini. Vous savez, lorsqu'on jouait les interclasses, il y a des moments où vous devez escalader les murs pour pouvoir rejoindre votre maison. Parce que vous êtes parti battre l'adversaire sur son terrain. Et des fois, pour pouvoir rentrer, c'est un problème. Mais le match est fini, c'est fini. C'est 2-0, 2-0. Donc, il n'y a plus rien. Mais ici, est-ce qu'on peut parler de match qui est fini? Si on sait aussi que quelque part, la situation au cas est quelque part traitée par la justice aujourd'hui. Non, en fait, nous n'avons jamais porté la situation du cas devant la justice. Ceux qui ont porté la situation du cas devant la justice savent ce qu'ils attendent. Et ils ont demandé à la justice d'annuler un congrès. Donc, ils attendent que la justice annule le congrès pour eux. Parce que pour nous, on n'a pas allé à la justice. On a vu beaucoup de faits qui devaient normalement nous permettre d'aller vers la justice et traduire nos frères. Mais nous avons dit que ce sont nos frères. On ne va jamais les amener à la justice. Mais comme eux-mêmes, ils ont pris cette option, bon, prions pour eux. On va essayer avec vous, président du comité d'action pour le renouveau, essayer de comprendre un certain nombre de choses sur trois questions fondamentales. On a appris, par exemple, que votre secrétaire général a démissionné à l'ECEDO. C'est vrai ou pas? Bon, vous savez, je me réjouis que vous avez sorti ce problème-là. Vous l'avez reçu ici, dans vos émissions. Et je me souviens que vous lui avez posé une question que je vous connais en tant que journaliste. Est-ce que vous êtes sûr que dans l'arène politique, vous pouvez tenir? Et il vous a répondu que je vais essayer. Vous savez, la discipline politique, elle est vraiment difficile. Donc, alors que un journaliste que vous êtes, vous avez la liberté d'expression. Vous avez la liberté de penser. Mais en politique, ce n'est pas ça. Lorsque vous rentrez dans une arène politique, il y a la discipline politique. Moi-même, avant de venir à cette émission, étant président, je ne me suis pas levé en cinglot pour venir. Je dois pouvoir informer le parti. Voilà, on a telle émission. Qu'est-ce qu'on fait? Et on décide. Donc, comme vous lui avez posé la question, à un moment donné, il a vu que la discipline politique est un peu contraignante et il a préféré s'éclipser pour le moment. C'est une perte. Bon, vous savez, la vie, il n'y a pas d'homme indispensable. Il n'y a pas d'homme indispensable dans la vie. Il faut que chacun de nous se dise, je ne suis pas indispensable pour l'évolution. Parce que nous sommes des mortels. D'accord? Si nous sommes des mortels, ça veut dire que demain, que nous voulions ou pas, nous allons partir. Donc, on ne doit pas se considérer comme indispensable pour telle chose. Mais qu'on soit seulement de simples serviteurs. Mais c'est vrai que personne n'est indispensable. Mais le timing, est-ce que cela n'a pas contribué à jeter un peu, je ne parle pas de discrédit, mais à écorner un peu l'image du comité d'action pour le renouveau, parce qu'on sait qu'au sorti du congrès, un certain nombre de questions étaient posées, notamment liées à ce qui peut être l'unité au niveau du groupe que vous représentez là. Mais cette unité, visiblement, elle n'a pas tenu longtemps. Non, peut-être que c'est exprès un terme choisi pour ça. Mais heureusement que ça n'a rien changé. Hein. Ça nous a permis de toujours continuer. Et l'unité du groupe y est. C'est peut-être celui qui ne veut pas rentrer dans cette unité-là qui va partir. Oui, mais s'il est remplacé déjà? Ah non, nous, on n'a pas encore remplacé qui que ce soit. Hein. Mais il y a, les thèses sont claires. Si le secrétaire n'est pas là, son agent assume l'intérim. Bien, la deuxième. Et ça s'assume correctement. La deuxième question d'éclaircissement, c'est la situation de celui qui a incarné le secrétariat du cas, Jean Kissi. Aujourd'hui, quelle est sa position, sa situation vis-à-vis du comité d'action pour le renouveau? Non, Pierrot, c'est un de tes amis, hein? Comment un de mes amis? Non, disons que
savez, je viens de le dire, que dans la vie, il faut faire en sorte que ne pas se croire indispensable. Parce que nous sommes que des mortels. Maître Yaovi Agbebo, qui a créé le cas avec les autres, nous avons souhaité qu'il soit là, à nos côtés. Mais bon Dieu a décidé autrement et il est parti. Il est parti. Le parti est resté. Il nous a dit, lorsque je vais partir, vous devez continuer la lutte. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ou n'importe qui, la lutte doit continuer. Jacques, ici, est-ce qu'il est encore au cas? Bon, mais là, à cette question, il faut lui poser la question. Sinon, nous, chez nous, il est toujours au cas. Parce que... Vous n'avez pas reçu sa démission? Personne ne l'a exclu. Je n'ai pas reçu de démission. Donc, ça veut dire que pour nous, il est toujours au cas. Maintenant, si lui-même qui a traduit le parti devant la justice pense que, bon, le fait que j'ai traduit le parti devant la justice ne me permet plus d'être au cas, ça, c'est son droit le plus absolu. La troisième question d'éclaircissement concernant toujours un certain nombre de personnalités de votre parti, c'est l'ancien président intérimaire Aoukouna Dor. Lui, on a vu sa lettre de démission. Vous l'avez reçue? En tout cas, moi, je n'ai pas eu la lettre de démission de Aoukouna Dor. Il a démissionné. Je ne sais pas si, à mon niveau, peut-être qu'il n'a pas du tout jugé nécessaire de m'envoyer sa lettre de démission. Mais pour moi, il est toujours au cas. Parce que tant que je n'ai pas reçu sa lettre de démission, c'est qu'il est toujours au cas. Non, mais en fait, dans ce que vous dites, ça fait sourire. Vous avez quand même lu la lettre? Mais la lettre qui a été partagée sur les réseaux sociaux. J'ai vu la lettre sur les réseaux sociaux. La lettre sur les réseaux sociaux ne m'est pas destinée en tant que président national du CAR. Et je crois que vous l'avez lu aussi. J'ai lu. Oui, mais ce n'est pas destiné à moi en tant que président national du CAR. Et donc, tant que cette lettre-là n'est pas destinée à moi en tant que président national du CAR, pour moi, il n'est pas démissionné du CAR. Demain, s'ils sont candidats, par exemple, ceux-là, en se réclamant du courant des indépendants, est-ce que cela générerait au niveau du CAR? Je n'ai pas bien compris la question. Demain, par exemple, si Nado Aoukou ou Jean Kissi déposent leur candidature comme des indépendants, est-ce que c'est des pertes pour le CAR? Ah non, ben attends, c'est un choix. C'est-à-dire que ou bien on choisit d'être au CAR, ou bien on choisit de ne pas être au CAR. S'ils choisissent d'être des indépendants, il faut qu'ils l'assument. Mais il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils peuvent aller tromper les populations qui sont au CAR, mais en étant indépendants. Ça, il faut que ça soit clair. Non, comment est-ce que c'est possible là? Ah, ben, je ne sais pas, mais parce que la question que vous posez, c'est comme si ils vont dire sur le terrain, et c'est ce qui me revient. Ils disent sur le terrain qu'ils sont au CAR, mais ils sont des indépendants. Et je crois que... Les indépendants du CAR? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe. Donc, il faut qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes. Si nous pensons que c'est le parti, le CAR, qui nous est cher, et c'est ce parti-là que nous défendons. Et c'est ce parti pour lequel nous nous saignons. Maintenant, si quelqu'un pense que c'est lui, sa personne, qui est au-dessus du CAR, ben, la personne peut être indépendante. J'ai évoqué les élections, c'est clair que l'actualité, ce sont les élections. L'actualité aussi, c'est cette révision constitutionnelle qui est en cours dans le pays. On en parle un peu partout, mais évoquons un peu de ces élections. Je ne sais pas si le cas sera finalement au départ. On sait que le cas avait proposé que les élections soient des élections générales organisées en 2025. Finalement, le cas n'est pas écouté. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Ben, amèrement. Ça, je vous le dis. Parce que, vous savez, c'est un peu dommage pour notre pays que chaque fois que le CAR fait une proposition, cette proposition n'est pas comprise par les uns et les autres à temps. Et c'est après qu'on se rend compte que c'est cette proposition-là qui est la meilleure. Je vais vous donner seulement la dernière proposition de notre feu patron avant qu'il ne quitte, en 2014. Où le patron disait « Acceptons la révision constitutionnelle et que ce soit le dernier mandat de le président Faure, si jamais il est élu. » Mon cher frère, vous avez vu tout ce que ça a suscité comme tollé. Mais la réalité est là. Nous avons proposé au CAR que pour ces élections-là, reportons-les dans l'année prochaine pour mieux préparer les élections. Parce qu'il y a
beaucoup de choses à faire avant d'aller à ces élections. Mais il y en a même qui nous ont traités de tous les noms. Hein? Et parmi ces noms, on nous a dit que nous sommes des stupides. Mais aujourd'hui, est-ce que la nature ne nous donne pas raison? Comment ça? Mais j'ai déjà commencé par voir tout le monde se plaindre de rien que pour le dépôt. Tout le monde commence par se plaindre du fait que lorsqu'on a été pour déposer les dossiers, il y a eu ceci, il y a eu ceci, il y a eu cela. Est-ce que si on reportait ces élections et qu'on s'asseye et qu'on discute et qu'on trouve les moyens les plus appropriés pour que ces élections soient organisées de manière consensuelle, est-ce qu'on aurait ça? Non. Donc, c'est avec amertume. Mais nous, au cas, nous avons dit, ne pas aller à ces élections veut dire que nous ne sommes pas capables, après Agboibon, de concourir à ces élections. Nous avons dit, si ça n'est ainsi, nous avons dit aux gens, nous devons y aller. Et nous irons à ces élections en tant que cas. Nous avons déposé des dossiers. Mais ne vous posez pas la question dans combien de suites vous avez déposé. Non, je ne vais poser pas. Je ne saurais vous le dire maintenant. Non, je ne vais pas poser la question. Donc, laissez la Cour constitutionnelle et la Cour suprême sortir la liste et vous verrez. Mais nous irons. Mais notre souhait, c'est que après ces élections-là, on trouve que vraiment le Togo a changé un tant soit peu. Mais est-ce que les conditions s'y prêtent? Ça, c'est un autre débat. Vous avez dit que vous avez constaté des critiques ou un certain nombre de mécontentements suite aux difficultés à déposer les dossiers. Est-ce que cela fait craindre qu'au lendemain de ces élections-là, on va encore assister à des critiques concernant même les résultats, à les rejeter carrément, comme ça a souvent été le cas? Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire oui ou non. C'est pour cette raison que le CAR a souhaité que ces élections soient reportées, pour qu'on discute de tous ces problèmes-là avant d'y aller. Mais aujourd'hui, tel que ça a commencé, on ne sait pas quelle sera la fin. Mais prions que ça ne soit que un petit couac de début et que le chemin faisant, tout soit clair, net pour tout le monde, pour que ces élections soient tranquilles et que nous tous nous puissions dire enfin. Il y a une critique qu'on porte très souvent à certains partis de l'opposition. C'est vraiment une question complexe. Quand on sait que, oui, un certain nombre d'acteurs disent que le processus est vicié, mais au final déposent le dossier et au lendemain, les élections contestent les résultats. La question aussi, c'est de savoir s'il faudrait continuer à boycotter les élections. Non, disons que tout parti politique est appelé à aller aux élections. C'est les élections même qui sont la vie. Hein? Disons que c'est le fondement même, hein, le but final d'un parti politique. Lorsqu'on se met à boycotter les élections, ça veut dire que l'existence même du parti pose problème. Mais comment faire de telle manière que, en allant à ces élections, que ce soit des élections crédibles, pour que tout le monde... Vous savez, lorsque le jour où nous avons fait des élections comme en 1994, où la transparence y sera totalement, le Togo sera réconcilié avec lui-même. Le perdant saura que le gagnant l'a vraiment gagné. Mais si on n'arrive pas à ça, où il y a une transparence totale dans l'organisation des élections, il y aura toujours des contestations. Or, un pays dans lequel il y a toujours des contestations pour les élections, ça veut dire que le pays-là, contrairement à tout ce qu'on dit, le développement ne suit pas. Le développement ne suit pas. Il faut qu'on arrive un jour à ce que, dans l'organisation de nos élections, que tout le monde dise « Ah, vraiment, tu m'as battu, mais je te donne encore 5 ans. Dans 5 ans, on va se revoir et je vais te retourner la pierre. » Mais si on n'arrive pas à ça, nous serons toujours dans des problèmes. Vous parlez de transparence des élections. C'est vrai qu'au Togo, très souvent, un certain nombre de récriminations sont faites quant à ce qui concerne l'organisation des différents processus électoraux. Il se dit que beaucoup de choses se passent à la CENI. Vous-même, vous avez été souvent membre du comité d'action pour le renouveau au niveau de la CENI. Ce que pensent les gens, est-ce que c'est juste des fantasmes? Est-ce que les gens, il y a une part de vérité dans ce que
disent les gens à propos de ce qui se passe au niveau de la CENI? Qu'est-ce qu'ils disent? Les gens disent que la plupart des tricheries, en réalité, se passent au niveau de la CENI. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, disons que, je vais vous citer des exemples. Hein. Lorsque moi j'étais à la CENI. Et, quelle époque? Disons de 2010 jusqu'à 2015 en passant. Alors je vais vous citer le cas de 2013 pour les élections législatives. Vous savez, à notre époque, vous ne pouvez rien changer à la CENI. Rien. Rien. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais à notre époque, vous ne pouvez rien changer à la CENI. C'est pour cela qu'à un moment donné, il disait aux gens qui font de la comédie. Je vais vous donner un exemple. La circonscription électorale au Gouanier. Je parle de 2013. Je parle de 2013. Hein. La circonscription électorale au Gouanier, dans la CENI là, nous avons les représentants de l'opposition. En passant, j'étais à la CENI en tant que société civile, mais non en tant qu'au nom du cas. Ça, c'est pour rectifier un peu. Ok? La CENI au Gouanier, lors de la compilation des résultats à la CENI au Gouanier, lors de la compilation des résultats à la CENI, est venue avec un résultat. Je parle des élections législatives. Et le résultat que la CENI au Gouanier nous a apporté donnait 4 sièges à unir. Le représentant du parti politique ANC à l'époque, à la CENI, a signé. On est venu à la CENI. Il devait nous présenter, chaque CENI passe pour nous présenter les résultats. Donc, ils sont venus nous présenter les résultats. Et nous tous, on a suivi les résultats et c'était prêt pour partir. Je donne cette histoire-là à toute fin utile. Lorsqu'ils étaient sur le point de se lever, c'est en ce temps-là que j'ai dit au président, il y a quelque chose qui ne va pas. Uni seul ne peut pas avoir les 4 sièges dans la CENI au Gouanier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, tout le monde a les yeux braqués. Il dit, mais je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Recomptons les choses. Dites-nous comment c'est fait les calculs. On refait les calculs. C'est en ce temps-là qu'on s'est rendu compte que l'ANC devait avoir droit à un siège. C'est comme ça que l'ANC a un siège dans la CENI au Gouanier de 2013. Vous allez prendre, vous allez pouvoir vérifier. Ça veut dire que le travail qui se faisait là était un travail scientifique. À la CENI? Je viens de vous démontrer. Non, mais je dis à la CENI. Je parle de la CENI de 2013, voilà. Donc, ce qui veut dire que il y a des choses... Il y a des manquements au niveau des CENI? C'est un manquement au niveau de la CENI. Ça veut dire que ce qui s'est passé à la CENI, notre représentant, disons le représentant du parti au niveau de la CENI, n'a pas su vérifier les résultats. Si c'est qu'au niveau de la CENI, nous aussi on n'a pas écarqué nos yeux pour regarder, c'est que tout de suite là c'est parti. C'est pour dire que les Togolaises et les Togolais ont raison. Il y a beaucoup de soupçons sur la CENI, mais des fois c'est des soupçons qui ne sont pas aussi vérifiés. Mais je parle de mon temps. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je prends toujours de 2013. En 2013... Vous avez fait combien d'élections? Vous avez participé à organiser combien d'élections? J'ai organisé au moins 3 élections. En 2013, par exemple, vous vous souvenez que de temps en temps, on vous appelait en tant que journaliste, les médias. On vous communiquait comment l'étape qui suit. Mais aujourd'hui, à la CENI, on ne voit rien. On ne communique rien. On ne sait rien. Des fois, même en tant qu'acteur politique, c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend. Depuis que la CENI aujourd'hui est là, on n'a jamais appelé les partis politiques pour dire, bon, on veut rencontrer les partis politiques. Donc, en clair, est-ce qu'on peut dire que globalement, rien d'obscur ne se passe au niveau de la CENI? Aujourd'hui, moi, je ne peux pas le dire.
Mais en mon temps, il n'y a rien d'obscur ne se passait à la CENI. Et là où se trouve le problème, je l'ai toujours dit, je le répète, en notre temps, c'est dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Donc l'élection se joue dans les bureaux de vote. L'élection se joue dans les bureaux de vote. Lorsque dans les bureaux de vote, le parti politique a positionné des gens, pour que on puisse avoir les PV des bureaux de vote, il est difficile que ces PV soient changés. Voilà. Bien, merci. C'est la tradition au D12. Nous allons commencer par insérer les auditeurs. Je rappelle que notre invité, c'est Robert Yao Daté. Il est le président du comité d'action pour le renouveau. Nous allons rappeler aussi les numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Et pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, nous avons la possibilité aussi de partager l'interrogation avec notre invité. Allô, bonjour. Il y a un auditeur qui était là. J'espère qu'on va récupérer notre auditeur derrière lui. Allô? Bonjour. Comment vous allez? Ok, allez-y pour votre question. Quel est le nom? Oui, allez-y, Pelé. Oui, bonjour, Pelé. Bien, merci Pelé pour votre interrogation, vos interrogations à l'endroit de notre invité. En disant merci à Pelé, parce que ce sont ces interrogations. Alors, il a insisté sur un point. Comment s'organiser pour que dans les bureaux de vote, on supervise correctement les élections. C'est ça le nœud. C'est important que les partis que nous sommes, nous puissions trouver les voies et les moyens pour que dans les bureaux de vote, on puisse être présent du début jusqu'à la fin. Vous savez ce qui se passe des fois? C'est que des fois, vous avez des délégués dans les bureaux de vote et à midi, ils sont partis. Ce n'est pas à l'intérieur. Moi, j'ai trouvé ça ici, même à Lomé. Alors, si le délégué part déjà à midi du bureau de vote, quand est-ce qu'il va suivre l'opération et vous ramener les résultats? Voilà le problème que nous avons. Nous devons tout faire pour que ces délégués-là puissent savoir qu'ils luttent pour leur cause et non pour la cause d'un parti. Parce que c'est leur survie, c'est la survie de la nation. Je le remercie. Allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom? Tafik, allez-y. Je vous salue, mon frère.
bonne activité. Donc, l'opposition puisse accorder un professeur pour qu'un mandat soit annulé et que les deux mandats soient que vous allez faire quelque chose comme ça. Je pense que les gens n'avaient pas le choix de faire ça. C'est ça qui aboutit à ce de quelle joie, de quel vous donner cette faveur à eux. Et que la série dans laquelle vous étiez avait fait son travail. J'aimerais vous demander, est-ce que c'est dans les séries où le président de la série, au moment de la proclamation des résultats, disait qu'on me fait signe qu'il y a des règles ici. Est-ce que c'est ce que vous parlez ou bien on ne comprend pas? Bien, merci Tafik. Réaction. Non, disons que Tafik ne sait même pas ce que j'ai dit. En 2014, ce que le maître Gbagbo a dit est clair. Il y avait une révision constitutionnelle où c'était dit dans la fameuse phrase « En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Et donc, maître Gbagbo a dit « Si tel est le cas, acceptons. La condition, c'est qu'on accepte que Faure soit candidat. » Et c'est ça. Mais acceptons que Faure soit candidat et que cette révision soit acceptée, adoptée. Et à partir de là, mais ça veut dire que l'on ne parlera même plus d'élections 2020. Hein? Ça veut dire que Faure ne pouvait plus aller aux élections de 2020. C'est de ça qu'on parle. Donc je crois qu'il n'a pas bien compris. Hein? Voilà. De la CENI, quand on parlait de CENI 2013, il fait référence à la proclamation des résultats. Il cite le président qui disait qu'il faudrait qu'on lui fasse signe qu'il y a des erreurs. C'était quel président quand vous étiez à la CENI? Non, moi je parle, les élections de 2013, c'était pas les élections où on a dit qu'elle est là. Le président de la CENI de 2013, c'était qui? 2013, c'est Madame Aguiga. Madame Aguiga. Mais quelque part, par rapport à la question que vous liez à Maître Yonvi Agbouibo, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement laisser Maître Yonvi Agbouibo en paix? Parce que ce que vous rappelez, rien ne garantit la suite des événements. Même si avant 2015, la classe politique s'attendait à ce que l'actuel chef de l'État soit candidat. Non, mais au moins il faut faire l'expérience. Rien ne garantit la suite des événements, mais il faut faire l'expérience. Le pire de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Et un adage dit ça. Le pire de n'avoir pas réussi, c'est de n'avoir pas essayé. Il faut l'avoir essayé. Mais c'est parce que nous ne voulons pas essayer. Donc, voilà. Allô? 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 Depuis quelques jours, un certain nombre d'acteurs politiques sont inquiets parce que un projet est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale pour faire réviser la Constitution. Les inquiétudes ont émané par exemple de l'ANC ou encore de la DMP. Est-ce que ce sont des inquiétudes aussi que vous partagez au niveau du comité d'action pour le renouveau? C'est grave ce qui se passe là. Si c'est vrai que les gens veulent faire la révision constitutionnelle dans ces conditions-là, ça pose problème. Parce que l'Assemblée nationale n'a plus la légitimité que le peuple lui a conférée. La légalité, bon, d'accord, mais la légitimité que le peuple lui a conférée pose problème. Donc, étant donné qu'on s'est lancé déjà dans le processus électoral, où dans peu de temps, on va aller aux élections, mais pourquoi ne pas attendre? Parce que ce qu'on veut faire là, c'est tellement profond pour notre pays que on doit pouvoir dire que les acteurs politiques s'entendent pour dire qu'est-ce qu'on fait. Mais si ça se fait dans ces conditions, comme ça, et on fait une révision constitutionnelle, j'ose croire que c'est juste un ballon d'essai et que le chef de l'État ne va pas accepter que ça se fasse dans ces conditions. On doit attendre que les élections aient lieu et qu'on s'asseye pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Si doit y avoir révision constitutionnelle, mais fait dans ces conditions, nous sommes très préoccupés. Nous sommes très préoccupés. Et nous pensons que c'est le moment d'interpeller les uns les autres et d'interpeller le chef de l'État pour que le Togo, nous avons déjà suffisamment de problèmes, de tensions politiques. Nous ne devons pas encore en ajouter. Faisons en sorte qu'on aille petit à petit vers la décrispation totale.
Mais quand on écoute certains acteurs parler de tension politique, est-ce que c'est vrai qu'il y a tension au niveau politique au Togo? Pourquoi? Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de tension? Non, mais en fait, je veux savoir, parce qu'un certain nombre d'acteurs pensent quand même que on vit une certaine accalmie depuis quelques temps maintenant. Ah non. C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est pas parce que tout le temps on ne crie pas, on ne marche pas, on ne fait pas de protestation que tout est rose. Non. Chaque fois que les gens disent que ceci ne va pas sur le plan politique, on doit pouvoir s'entendre, on doit pouvoir s'écouter. C'est pour cela que nous, au cas, on a dit, avant d'aller à ces élections-là, réservons tout ce qui a comme problème politique, y compris même les réfugiés politiques. Les gens qui sont des exilés politiques, ramenons-les. Nous avons sorti un communiqué dans ce sens-là, pour que, enfin, en fin de compte, qu'on sache que nous sommes tous des Togolais, et qu'on puisse savoir que enfin nous allons pouvoir aller à des élections apaisées totalement pour que le bonheur de tout le monde. Mais si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une tension. Parlez de ballon d'essai. Est-ce que ça peut être un ballon d'essai, là, ce à quoi on assiste? Je suppose que moi, je continue pas à dire que ce n'est pas... Je pense hein, que non. Je suis dans le rêve. Hein? Je crois que ça là, et c'est pour cela que nous continuons pas à dire que le chef de l'État ne doit pas accepter qu'on fasse une telle révision constitutionnelle dans ces conditions. Sinon, c'est grave pour le pays. Vous ne pensiez pas, par exemple, qu'on peut avoir un régime parlementaire au Togo? Même si on doit avoir un régime parlementaire, ça doit se discuter. Même si on doit avoir un régime présidentiel, ça doit se discuter. Même si on doit avoir un régime semi-présidentiel, ça doit se discuter. On ne peut pas le faire dans ces conditions comme ça. Parmi tout ce que vous avez lu, parce que certains tests ont circulé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui éventuellement, par exemple, vous a paru peut-être de trop? Non, disons que beaucoup de choses ont circulé sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai lu un peu tout ce qui est circulé sur les réseaux sociaux, mais disons que fondamentalement, c'est que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est en train même de changer le régime. On est en train de changer le régime. On aurait, parce que je parle au conditionnel, il faut que je vois le papier frais pour savoir si c'est ça. Mais c'est pour dire que pour aller à ça, ce n'est pas dans ces conditions. Il faut que les acteurs s'asseyent pour discuter. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est nécessaire? Maintenant. Est-ce que, avant d'y aller? Est-ce qu'il y a le temps pour justement discuter? Parce que là, certains pensent même que ce test pourrait être adopté la semaine prochaine. Non, bon, moi je n'ai pas cette information que le test sera adopté là. Vous avez peut-être l'information, mais ce serait grave. Ce ne serait pas du tout bon pour le pays. Ce ne serait pas bon. C'est pour cela que nous profitons pour interpeller le chef d'État. Vous savez, le pays, le Togo nous appartient à nous tous. Et nous devons faire en sorte que ce pays soit un pays comme l'a prédit nos aïeux lors de l'humanité. Nous sommes avec le président du comité d'action pour le renouveau. Nous venons de passer 1 heure de temps avec lui. Nous donnons l'opportunité aux auditeurs maintenant de poser des questions. On a eu déjà 2 questions d'auditeurs sur nos 2 numéros 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom? Basile, comment vous allez? Votre question? C'est le président du CAR. C'est lui-même. Bonjour, mon cher ami. Monsieur Basile, bonjour. Il faisait quoi?
Ok, vas-y. Bon, moi, je ne comprends pas. Ils ont leur idée entre eux-mêmes carrés. Et que chacun veut remplacer les classes de nouveau. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, laissons le temps qu'il a même pris de l'âge, intelligent quand il est revenu pour une deuxième fois. Nous la laissons ça, hein. On ne pas des années 90. Ça a venu aux années 2000 comme ça. Laissons ce qu'il est revenu faire là. Ce que le pouvoir fait aujourd'hui là, c'est que la politique fait ça. Parce qu'ils sont là pour dénoncer ça à tout bout de champ. Je ne parle pas de tous les partis. Je parle principalement de l'État Congo, mais le professeur Nivelli. Les autres, je ne sais pas comment ils manageaient, mais je ne dis pas qu'ils ne faisaient rien. Mais ceux que, quand le pouvoir pose cette fuite en avant là, ceux qui dénonçaient au fur et à mesure. Parce que si vous ne dénoncez pas, les mêmes personnes s'en vont répandre la paix ailleurs, alors que nous sommes dans le pétrin ici. Mais c'est quand vous dénoncez à l'extérieur que maintenant la personne s'en va pour dire que je suis venu pour... Basile, quelle est la question, Basile? Pourquoi eux, ils disent qu'ils veulent faire comme le maître la Guadeloupe et ils ne dénoncent pas? Oui, mais vous avez écouté l'émission depuis le début? Oui, au début, j'écoutais. Oui, mais il a dénoncé un certain nombre de choses. Sur quoi? Sur, par exemple, la gestion qui est faite... Sur quel média? Sur quel média? Oui. Basile. Ce n'est pas ici chez nous. Basile, ok, on a compris. Merci, Basile. Merci. Basile, merci beaucoup. Hein. Merci. Non, je comprends votre amertume. Mais comme l'a dit Pierrot, nous dénonçons. Et nous disons que ce changement constitutionnel, si ce qui est là et dont on parle, est trop grave pour le pays. Et il ne faut pas y aller. Hein? C'est très important. Sinon, le pays va vers des lendemains incertains. Il dit que vous ne dénoncez pas. En réalité, comment est-ce que vous avez compris sa posture? Parce que il dit que il écoute les médias, que les actuels leaders ne dénoncent pas suffisamment, comme les Ninevi, comme les Abouibo et consorts, peut-être les Demkodio. Oui, il a raison, parce que dans le temps, il n'y avait pas de radios de proximité que nous avons aujourd'hui. Et vous ne pouvez écouter que sur RFI, France 24. Mais aujourd'hui, nous avons la chance que nous avons beaucoup de radios, qui sont des radios qui nous concernent. Et parmi ces radios, on doit saluer le Pyramide FM. Et nous, les acteurs politiques aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un seul jour où il n'y a pas un acteur politique qui est monté au créneau. Donc, peut-être que Basile écoute plus RFI et France 24 que les radios, nos radios. Il faut consommer le produit togolais. Hein? Allô? Bonjour. C'est Pélé. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on a perdu? Je crois que cet auditeur, on l'a perdu. J'ai quelques questions qui sont laissées par les auditeurs. Je vais vous permettre de... Allô? Oui, non, ce que je dis, c'est Basile toujours. Ce que je dis, ce n'est pas que je n'écoute pas Pyramide. J'écoute toutes les radios de la place. Mais ce n'est pas ici qu'on dénonce. Ce que je dis là, c'est très profond. Non, mais en fait... En disant qu'il faut consommer le produit togolais, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ok, Basile... Nous sommes dans un tournant. Il faut comprendre ce que je dis. On a compris. Il dit qu'il a compris. On a compris. Il dit qu'il a compris. Non. Il faut qu'on a qu'à consommer le produit togolais. Monsieur Pierrot est là-bas. Si je ne consomme pas Pyramide, il doit savoir. Canal FM va dire de même. Canal FM va dire de même. Taxi FM va dire de même. Défi va dire. Si je n'appelle pas parcours sur les sites radio. Mais ce n'est pas ici qu'on dénonce. Ok, mais merci. Il y a la question de Benoît Cécile depuis Noukafou. Il dit, en tant que président du CA et en tant que père de famille du CA, lorsque vous avez vu la lettre de démission de votre frère sur les réseaux sociaux, est-ce que vous lui avez posé la question pour savoir pourquoi une telle chose sur les réseaux sociaux?
Non, disons que, merci à l'auditeur qui a posé la question. Et moi, en tant que président du CAR, je ne cesse chaque fois d'inviter mes frères. Et je les appelle, hein. Je l'ai appelé. Mais pourquoi tu démissionnes? Il m'a dit ce qu'il doit me dire. J'ai fait faire ça aussi par des intermédiaires pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais on ne peut pas tout vous révéler à l'antenne. Vous avez dit que vous n'avez pas eu la lettre, mais quand même vous avez vu la version audio. Il vous a parlé au téléphone au moins. J'ai vu. Il vous a dit qu'il a démissionné. Non. Même s'il le dit ouvertement, il faut formaliser. Il faut formaliser. Allô? Ah, cet auditeur, il est parti lui aussi. Allô? Allô? Non, dans les échanges sur les réseaux sociaux notamment, comme on l'a dit, beaucoup de gens sont inquiets. Certains parlent même de certaines... Est-ce que c'est possible? Puisque quand on regarde un peu le monde aujourd'hui, la tendance c'est 5 ans et dans certains grands pays comme les États-Unis c'est 4 ans. Si, même au Sénégal récemment, le mandat a été ramené à 5 ans. Est-ce que le Togo ne serait pas là dans un cas carrément exceptionnel? Ce serait grave. Ce serait grave. Nous, au cas, nous disons, nous devons aller vers l'organisation des élections générales. D'accord? L'organisation des élections générales, et maintenant, on va faire en sorte que le mandat aille à 7 ans. Pourquoi? Nous voulons aller vers des élections générales. Ça veut dire que tout ce qui est élection là, nous devons les ramener à 5 ans. Maintenant, non, Pierrot, faisons en sorte que cette aventure-là puisse s'arrêter pour qu'on puisse voir clairement dans ce que nous devons faire. Allô? Oui. Allô, oui. Oui. Bon, je parle de toilettage dont on est en train de parler, de changer de réalité, tout ça là. Je pense que tout ça là, ce n'est que la conséquence du boycott de 2010. Mais là, le peuple a consommé, le peuple est parti en 2020. Et après, c'est pour aller à un dialogue, le CNAP, ou bien le jusqu'au CPC aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est un cadre permanent des acteurs politiques. C'est-à-dire, ils sont en aide là-bas, ils doivent discuter de ce qui se passe dans le pays. Bon, pour le dialectage, je pense qu'ils ont fait bluff. Je ne sais pas s'ils ont parlé de ça, mais ça ne les concerne pas. Quand le gouvernement a augmenté la caution des candidats de 100 000 à 500 000, on a appelé les gens de CPC de venir, ils vont diminuer ça. Donc, pour applaudir, ils sont en train de travailler. Vous voyez déjà, maintenant, quel est le rôle de ce CPC-là devant le toilettage qu'on est en train de faire à l'Assemblée? Merci. Bien, merci Pelé pour ce dernier passage. Est-ce que c'est une question qui éventuellement peut nécessiter une convocation, une session? Non, Pelé, ce qu'il a dit, il a raison. C'est-à-dire que c'est un sujet d'une importance capitale qui mérite, mais je dis que c'est la priorité des priorités. Il faut que les acteurs politiques discutent de ce sujet. Donc, je pense que pour le moment, il n'y a pas d'urgence, quoi. Il n'y a pas d'urgence à ce qu'on fasse une révision constitutionnelle au moment où on a lancé le processus électoral. Non. Donc, nous devons vraiment faire en sorte que ça, là, ça puisse s'arrêter pour qu'on sache où on va. Sinon, c'est pas bon. Beaucoup on parle du statut de ces députés. Certains partis politiques sont revenus à la charge pour dire que leur mandat est vraiment bien fini. Vous avez parlé de légitimité, mais est-ce que vous avez dit que le mandat est bien fini, comme certains partis politiques le disent? Non, le mandat... Puisque c'est dans la Constitution. La légitimité, non, je parle de la légitimité. La légitimité que le peuple a conférée aux députés est finie. Parce que cette légitimité, c'est pour 5 ans. Mais la légalité, parce que la loi dit, il reste en place. C'est ça la légalité. Mais la légitimité populaire dont jouissent ces députés est finie en décembre. Parce que la loi est claire, c'est 5 ans.
Mais la légalité est écrite. Mais maintenant, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Non, moi je dis, les députés sont là, doivent pouvoir discuter d'un certain nombre de sujets, mais des sujets qui sont d'importance capitale, tels que la révision constitutionnelle, il ne faut pas y toucher. C'est comme si... C'est-à-dire que pourquoi alors on va aux élections? Pourquoi on veut aller à ces élections-là pour renouveler le Parlement? Pourquoi? C'est une question. On va retourner au téléphone avec cet auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Bozambo. Bozambo, comment vous allez? Oh, un peu bien. Ok, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok. Bonjour, honorable. Bonjour, monsieur C'est le Bozambo. président Daté, non? Oui, c'est monsieur le président. Ok. Merci beaucoup. Bozambo, merci. Vous avez blessé les Togolais. Oui, Pourquoi? oui, pourquoi? La fois passée, le temps de mettre la Guibor, il a sauvé beaucoup les Togolais, mais les Togolais n'ont pas compris. Ce que vous avez fait la fois dernière a augmenté les députés. Au moment que les gens n'arrivent même pas à se recenser, vous n'avez pas pensé de ça. Donc le cas qu'on connaît, le cas fait une proposition qui avantage le peuple, pas avantage le gouvernement. Mais ce que vous avez dit la fois passée, qu'on n'a qu'à augmenter le député à 103 et ça nous a beaucoup touché que ce n'est pas le cas que nous connaissons avant. Et maintenant, le gouvernement a pris votre décision pour vous accompagner. À ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui ne sont pas recensées et qui allaient vous voter. Qui allaient y voter. Nous ne sommes pas recensés. Et en ce moment, il y avait beaucoup de morts. Et les gens sont plus de 18 ans, ils sont dedans. La fois passée, j'ai demandé à M. Thierry Tama sur une autre radio que nous, on attend que vous allez augmenter le nombre de l'année de présidentielle à 7 ans. Il dit que c'est faux. Et maintenant, lui aussi est parti du comité. Et vous, en tant que leader d'un parti politique, et vous ne disiez rien ce que l'État est en train de faire. Regardez, si tu prends la route de Lomé et de Agoué jusqu'à Thélier, à dépasser à Thélier, vous allez voir les titans sont garés sur la route et causent de l'accident énormément. Parce que tous les transporteurs de Niger, Mali viennent chez nous. Mais la route n'est pas bonne. Maintenant, les titans de Niger, ils sont allés voir leur président. S'ils quittent Cotonou pour aller au Niger, il n'y aura pas de problème. La route est bonne. Au Togo, malgré tout ça, ils préfèrent d'aller au Bénin. Et vous, les opposants, qu'est-ce que vous dites au gouvernement de bitumer les routes pour que les clients viennent chez nous? Bien, merci. Bozambo, vous avez abordé beaucoup de sujets. L'augmentation du nombre de députés, le cas de la nationale, par exemple. Bozambo a exprimé, disons, toutes ses inquiétudes. Et il a raison. Hein? Le Togolais a raison. Et il n'a fait que porter haut la voix de ces Togolais-là, qui souffrent chaque jour. Surtout si on prend la route Lomé-Saint-Cassé, où c'est devenu, disons, un mouroir, hein, pour les Togolais. C'est pas normal. Encore pire que ça, les péages sur les routes pour les motos. Nous, on l'a dénoncé. On a même fait sortir une déclaration dans ce sens-là. Qu'il serait bien qu'on exonère les motos des péages. Pour que les motos... Mais le Bénin a beaucoup de motos. Mais personne ne prend un franc chez les motos. Donc, Bozambo a raison en parlant aussi du recensement, du fait que beaucoup de gens n'ont pas été recensés. Et ça aussi, nous l'avons dit, nous l'avons tout le temps crié. C'est pour toutes ces raisons que nous avons demandé qu'il serait bon que ces élections-là soient reportées. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le nombre de députés a augmenté. Oui, c'est-à-dire que nous avons fait beaucoup d'émissions pour expliquer ça. Mais c'est vous qui avez porté... Non, le problème n'est pas le nombre. Le problème n'est pas le nombre. On peut même dire que le Togo a 300 députés.
L'essentiel, c'est que les élections soient transparentes. Non, mais est-ce que... Puisque vous avez été le premier à parler du nombre. Oui, ce n'est pas le nombre qui est... Mais qu'est-ce que vous avez incité? Qu'est-ce que vous avez incité? Notre problème était... Non, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez incité à parler du nombre? Non, non. Ça veut dire que le problème, ce que nous avons proposé, c'est que nous avons aujourd'hui 117 communes qui n'ont pas de problème. Tous nous sommes d'accord sur les 117 communes. Alors, pour le développement d'un pays, il faut que les communes se sentent représentées au Parlement. C'est ça, hein, c'est ça notre analyse. Et c'est pour cette raison que nous avons dit que il serait bien que pour le développement de ces communes, parce que c'est au Parlement qu'on fait le budget pour la nation, il faut que chaque commune puisse développer au Parlement les arguments pour défendre son budget. Alors, c'est ça qui nous a conduit à ça. C'est pour cela que lorsqu'on a sorti les 113 députés, nous on a dit que ce n'est pas notre proposition. Nous avons fait sortir un communiqué où nous avons dit que voilà les anomalies que nous constatons lorsqu'on a fait la répartition. C'est pour dire que, en fait, ce n'est pas une question... Le travail de député, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas, on ne va pas au Parlement pour avoir de l'argent. Hein. Il faut qu'on enlève ça de la tête. On va au Parlement pour se sacrifier pour les populations. Mais pourtant, beaucoup de ça se bouscule. Là. Voilà. C'est pour cela qu'il faut faire en sorte que ça ne soit plus attractif financièrement. Ah, voilà. Mais est-ce que, par exemple, ce n'est pas dans nos pays un positionnement qui peut éventuellement vous ouvrir des portes? C'est pour cela qu'il faut... C'est-à-dire que, vous savez ce qui crée le problème dans nos pays, c'est que les postes politiques sont devenus des postes de subsistance. Ce ne sont plus des postes de valeur à défendre. Donc, on se bouscule pour être député parce qu'il y a de l'argent là-bas pour que je puisse remplir ma poche. Ah non, il faut qu'à un moment donné, on puisse sortir de ça pour savoir que je suis député pour servir la nation et non pour que je remplisse mes poches. Tantôt, quand on évoquait la question de la révision constitutionnelle, vous avez fait cas d'une éventuelle convocation au niveau du CPC. Mais finalement... Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la révision constitutionnelle nécessite que les acteurs s'asseyent. Quand vous discutez, c'est au CPC. Oui. Ça peut ne pas être seulement que le CPC, parce que c'est une question d'importance capitale. Et le CPC, au CPC, le cas a dit, il serait bon qu'on revoie le CPC de telle manière que ça soit inclusif. Tous ceux qui sont des acteurs qui pensent qu'il faut un cadre de discussion, il faut qu'on les invite au CPC pour permettre à ce qu'on discute sur les sujets du Togo et permettre l'évolution. Il nous reste 10 minutes. Moi, j'ai quelques questions à vous poser, notamment sur les élections prochaines. Vous vous préparez comment au niveau du cas? On se prépare à ces élections. Comment là? Il ne faut pas que je vous dévoile mes stratégies. Je pose la question du comment parce qu'on sait que depuis les élections de 2020, très peu de partis politiques ont pu véritablement mener des activités visibles sur le terrain. Je ne sais pas comment ça s'est passé au cas, puisqu'on sait aussi que au niveau du cas, vous avez eu beaucoup de difficultés à retrouver la sérénité. Et c'est pourquoi je pose la question. Non, là vous avez raison. On ne va pas se voiler la face. On a eu des difficultés à retrouver la sérénité, surtout avec les derniers congrès. Mais nous avons décidé d'aller à ces élections-là. Nous y serons. Et nous travaillons à ça. Maintenant, la stratégie, je ne peux pas vous le dire. Je ne vous demande pas la stratégie. Vous allez mobiliser les meetings ou en avoir? Bien sûr, nous serons. On va à une élection. Lorsqu'on va à une élection, il y a des actions à poser, il y a des choses à faire. Beaucoup pensent que les populations seront difficiles à mobiliser à nouveau parce que depuis 2020, comme je l'ai dit tantôt, tout semble très apaisé dans le pays, un peu comme si finalement les partis politiques même sont rentrés dans un sommeil profond. Non, ça c'est une apparence. Les populations ne dorment pas. Ne croyez pas que les Togolais ont soif du changement. Les Togolais ont soif du changement. Et donc, nous allons vers les populations et nous écoutons beaucoup de choses. C'est vrai, les populations sont démobilisées, un tant soit peu, parce que ils ont attendu, mais ça ne vient pas. Mais c'est les mêmes populations qui vous disent, vous ne devez pas baisser les bras. Vous ne devez pas baisser les bras. Continuez la lutte. Donc,
c'est pour dire que c'est vrai, ça a duré, mais les populations sont encore déterminées. Et la plupart de ceux que nous rencontrons aujourd'hui, ben, vous disent, mais félicitations parce que vous avez le courage encore de continuer. Mais continuez et Dieu nous aidera à ce que vous ayez les résultats. Et alors on leur dit, soyez à nos côtés pour le combat parce que seul on ne peut pas réussir, c'est avec vous. Autre question, c'est le séminaire gouvernemental qui s'est tenu à Mekho. Une réaction à ces initiatives prises notamment par les premiers responsables du pays. C'est pas la première fois que le Togo organise ces rencontres délocalisées à l'intérieur du pays. C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de suivre cette semaine, disons hier, le comité des conseils des ministres. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu décider là-bas, mais en soi, ce n'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que, parce que lorsqu'on déplace, on va faire de telles activités dans une localité, il doit y avoir des séquelles. Moi, je prends le cas de Tablebo, où on a fait un séminaire gouvernemental, il n'y a pas de reliquat. Il n'y a pas de reliquat. Dès que le séminaire se passe dans une localité, après, il faut qu'on puisse dire que c'est grâce à ce séminaire gouvernemental que telle chose existe. Et ce n'est pas le cas. Vous faites allusion, par exemple, à la construction d'un édifice. Par exemple, c'est-à-dire que j'ai vu que, je prends le cas de Katabou, on a mis des tentes, les gens ont fait séminaire, et puis après on a repris les tentes, et puis c'est parti. Ben, d'accord, mais après. Donc, délocaliser le séminaire gouvernemental, c'est une bonne chose, mais il faut que ça soit planifié de telle manière qu'après ce séminaire-là, qu'on sache que le gouvernement, dans tout son ensemble, est passé par ici. C'est très important. Mais s'il faudrait, par exemple, avoir ces édifices avant d'organiser, ou construire ces édifices pour organiser des séminaires, on n'en organiserait presque pas. Parce que... Je ne dis pas à tout prix édifice. Il doit avoir... C'est-à-dire qu'après le passage là, on doit savoir que le gouvernement est passé. C'est un gouvernement. C'est-à-dire que quelle est l'intention en délocalisant? Quelle est l'intention? Ça doit avoir un but. Donc nous, le but que nous cherchons en délocalisant, en faisant cela, parce que ça a un coût, hein. Ça a un coût. Donc en délocalisant, il faut qu'il y ait un ristourne dans la localité. Pour que les populations sachent que le gouvernement, entre-temps, est passé par ici, voilà. La CNDH fait pour 9 nouveaux membres ont été élus cette semaine par les députés. Une réaction? Parce que beaucoup ont réclamé. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup réclamé le renouvellement de la CNDH, mais seulement qu'on a l'impression que l'Assemblée qui est en train de sortir là, veut tout finir avant de sortir. Non. Et si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, du moment où on a lancé le processus électoral, il y a un certain nombre de choses qui doivent attendre un peu. Pour que les nouveaux élus puissent arriver et qu'ensemble, qu'on puisse savoir comment faire en sorte que ces institutions-là soient recomposées de manière plus ou moins équitable. Bien. C'est clair que depuis quelque temps, les questions liées aux droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, ces questions-là sont souvent revenues. Avec l'élection de nouveaux membres, on peut peut-être dire que demain se porterait mieux que peut-être hier ou aujourd'hui. Bon, espérons, parce que... Surtout qu'on a aussi un nouveau ministre chargé non, moi, je le dis parce que nous, au cas, on allait attendre que la nouvelle législature prenne fonction et qu'on fasse ces nominations. Parce qu'on a l'impression que tout se fait de telle manière que rapidement, il faut nommer les gens. Alors que la nouvelle législature qui arrive permettra à ce que dans ces structures, dans ces institutions de la République, qu'on puisse peut-être trouver aussi les voies et les moyens pour que les membres de l'opposition puissent y être. Hein? Ah non, ça je le dis, parce que on a l'impression qu'on veut rapidement mettre en place ces institutions-là pour que ceux qui vont venir là... Est-ce que ces institutions ne sont pas plus techniques que politiques? Il n'y a rien de technique. Tout homme, tout être humain est d'abord politique avant toute chose. Donc c'est ça le problème aussi que nous avons dans ce pays. Il y a des gens que vous rencontrez qui disent que moi je ne fais pas la politique. Mais lorsque vous les abordez, vous discutez un peu avec eux, vous constatez qu'ils font plus la politique que vous-même.
Ah non, il faut qu'on sorte de ça. Et ce n'est pas parce que l'autre est politique, qui n'est pas de mon bord, qu'on est des ennemis. Non, on est des adversaires politiques, on n'est pas des ennemis politiques. Ça aussi, nous devons commencer par intégrer ça dans nos relations. Vous-même, personnellement, on est en train de finir cette émission. Vous serez candidat aux élections législatives? Je serai candidat à ces élections législatives. Où ça? Permettez-moi de ne pas dévoiler. Vous serez candidat dans le Yoto? Je ne sais pas, mais permettez-moi de ne pas dévoiler. Parce que je serai candidat à ces élections législatives parce que le cas ne peut pas dire que le cas participe à ces élections et que le premier responsable que je suis, je ne suis pas candidat. Je suis candidat à ces élections. Mais où non, mais en fait, je pose la question parce que nous sommes écoutés, notamment dans la région de Yoto, et les populations ne commenceraient pas à se préparer à votre candidature. C'est pourquoi je pose la question. Les populations de Yoto, ce que je leur dis à travers vos micros ici, c'est que le cas de Maître Yaoui Agbeboua est candidat à ces élections dans le Yoto. On aura la liste dans le Yoto et dans d'autres fédérations. Quand on évoque Yoto, pour finir cette émission, le décès d'un des fils de cette préfecture, ancien premier ministre Agbéomé Kodjo, il y a eu beaucoup de réactions. Je ne sais pas si j'en avais eu pour le cas. J'ai eu beaucoup de réactions. Oui, le cas a sorti un communiqué pour le décès de notre premier ministre, un ancien premier ministre Agbéomé Kodjo. Et c'est l'occasion pour demander à la famille que ils ont donné seulement 3 jours pour qu'on puisse venir saluer la famille. Je trouve que c'est très insuffisant pour la personnalité de ce rang-là. Donner seulement 3 jours, c'est trop peu. Donc, j'invite la famille à réouvrir encore la période de salutation d'usage là pour que les personnalités puissent venir les saluer. 3 jours, c'est trop peu. Voilà. Donc, nous demandons à ce que les autorités puissent faire en sorte, dans notre communiqué, nous l'avons dit, que la dépouille de notre ancien Premier ministre puisse revenir au pays pour qu'on puisse lui rendre les hommages mérités, comme on l'a fait pour Monseigneur Kodjo. Une conclusion pour finir. Non, disons que d'abord je vous remercie, Pierrot, pour m'avoir invité à votre émission D12. Je remercie notre chef frère qui est derrière la baie vitrée et qui est invisible aux yeux, en fait, à l'oreille. Mais c'est lui qui fait le gros travail. Sans lui, on n'aura pas cette émission. Je remercie les auditrices et les auditeurs et je leur dis de toujours garder espoir pour le Togo. Le Togo sera meilleur demain. C'est difficile, mais nous devons continuer la lutte jusqu'à ce que nous soyons l'ordre de l'humanité comme l'a prédit nos aïeux. Merci d'être venu, Yaodaté. Vous êtes le président du comité d'action pour le renouveau. Cette émission, elle s'achève, elle sera rediffusée à partir de 19 h sur cette même antenne. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Aktiobé. Bonne suite de programme ici. Au revoir. Merci.